Payez Oui, toujours. Bonsoir. 15h46, le CAC perd 1,6%. Et David Cruc nous rejoint. Bonjour David. Bonjour Guillaume. La Bonjour financière, Antoine. l'échiquier. Bienvenue David. Vous allez rendre votre verdict et le prononcer dans un instant à l'antenne. Ce moment qu'on va vivre, cet instant, ce verdict, est-ce que vous l'assumez ? Totalement Guillaume. J'estime et j'assume que l'incertitude pèse plus lourd qu'une mauvaise nouvelle. L'anticipation est plus dure que la réalité. Il pleure sur les marchés comme il pleut sur la tech depuis plusieurs jours. Pour vous, c'est plus la peur d'avoir mal que le mal lui-même qui fait pleurer la bourse. Oui, il n'y a pas de mauvaise nouvelle, Guillaume. Il y a juste des anticipations de mauvaises nouvelles. Après 6 mois de hausse ininterrompue dans les marchés, 7 mois de hausse ininterrompue pour le Nasdaq, c'est assez sain qu'on se pose quelques questions, qu'on s'arrête 2 minutes. Et pour qu'on puisse aller plus haut, il faut qu'il y ait des consolidations. No pain, no gain. Un peu plus de consolidation douloureuse pour qu'on puisse remonter plus haut. Alors, 43 jours de shutdown, Guillaume, c'est logique que quelque part à un moment, on manque de data et on se pose des questions. On a un petit peu de vertige. Où est l'inflation? Où est l'emploi? C'est des questions. Ça met de l'incertitude. Pareil sur les discours des banquiers centraux. Ils sont trop mitigés. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent nous annoncer. Donc là aussi, il y a de l'incertitude. Et puis, bien sûr, le scepticisme grandissant sur l'IA qui est dans tous les journaux. Rentabilité. C'est la fin d'une époque. Les géants de la tech dépensent plus qu'ils n'ont économisé. Donc, bien entendu, ça peut faire peur. Là aussi, donc, incertitude. Et puis, le consommateur américain, bien sûr, qui est l'investisseur aussi. Là aussi, on a eu quelques chiffres de data qui étaient un petit peu douloureux, qui peuvent donner des doutes. Et là aussi, incertitude. Donc, beaucoup d'angoisse. Moi qui suis un spécialiste de l'angoisse, étant Ashkenaz, normalement, je devrais être le grand spécialiste. Mais je vois que ce marché sont beaucoup plus angoissés que moi. Et finalement, toutes ces mauvaises, sous ces anticipations, bien entendu, je trouve qu'elles sont un petit peu démesurées. Pourquoi démesurées, Guillaume? Parce que finalement, on est quand même au plus haut, ou pas loin des plus hauts. On a un petit peu quitté ces plus hauts, mais on n'en est pas loin. Les marchés ont bien progressé cette année, autour de 13-14%, parce que les résultats, on est au 4e trimestre consécutif quand même de progression des résultats de plus de 10% aux États-Unis. C'est quand même majeur. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Je reviens pour dire des choses. Le cycle aussi de la Fed a quand même été déjà... on a commencé à baisser les taux dès septembre. Donc là, on est dans un cycle de baisse des taux. Fin du quantitative tightening, début du quantitative easing aussi. Donc, carrément quantitative easing, vous pensez? Moi, je pense qu'on y viendra. En tout cas, c'est une arme que la Fed pourra utiliser en 2026. Oui. Et puis, la croissance de l'IA repose quand même sur des bases solides. Donc voilà, je ne vais pas tout faire, mais je trouve qu'on va trop vite dans une angoisse ou dans des incertitudes, tandis que finalement, quand on regarde la photographie de l'économie et des marchés, elle n'est pas si mauvaise. C'est ça. On anticipe d'avoir mal plus qu'on a réellement mal pour l'instant. Et c'est l'anticipation d'avoir mal qui fait baisser la bourse. C'est plutôt une bonne nouvelle, du coup, de voir les marchés baisser. Ça les nettoie un peu. C'est exactement ça. Ça les nettoie. On se repose des bonnes questions, je trouve. D'avoir des questions sur la future rentabilité de l'IA, je pense que c'est une question qui est très saine. Quand des titres arrivent à des 4-5 trillions de market cap, je pense qu'il est juste de savoir si oui ou non la rentabilité va être au rendez-vous. Donc je pense que c'est vraiment important. Savoir ce que la Fed va vraiment faire. Il y a encore des brokers qui sont très mitigés là aussi. Certains brokers pensent qu'il n'y aura pas assez de croissance et que l'inflation va être prédominante encore l'année prochaine. Donc il y a des vraies questions et ça serait bien qu'on ait des chiffres. Alors on aura un chiffre de l'emploi jeudi. Malheureusement, ce sera le chiffre du mois de septembre. Oui. Mais on aura un autre chiffre demain soir. Nvidia qui va publier. Ouais. Et voilà. Ça va être le moment de vérité. Ça va être un moment de vérité. Alors il y en aura d'autres. Il y aura Broadcom aussi derrière. On oublie aussi surtout cette entreprise qui est absolument magique. Et on va regarder là aussi les résultats. Mais voilà, il ne faudra pas se louper sur Nvidia. Probablement que le chiffre de l'emploi jeudi, qui est le chiffre de septembre, ne sera pas si autant regardé. On a aussi 14 banquiers centraux qui vont nous donner un état des lieux aussi un peu mitigé. Donc oui, cette semaine, c'est vraiment Nvidia quand même. Tim Burry ou Tim Buffett? Michael Burry est très black et Warren Buffett a quand même racheté Alphabet là en fin de semaine dernière, signe qu'on n'est peut-être pas dans une bulle totale sur l'IA. Tim Burry ou Tim Buffett pour vous? Alors Burry non, parce que moi je suis potentiellement toujours acheteur, donc même si j'ai adoré le grand short. Mais vous allez toujours au buffet vous. Warren Buffett, allez. Buffett sûrement, même s'il a trop de cash pour moi en portefeuille, mais qui je suis pour pouvoir dire ça? Pas grand-chose. Mais clairement, oui, je pense que Alphabet en tout cas est certainement plus intéressant
que de mettre des shorts en place. Donc oui, jouer sur Alphabet, à mon avis, c'est certainement un pari gagnant et Buffett va encore une fois le réaliser. Oui, il n'est pas blague sur toute la tech, il renforce Alphabet en allégeant quand même son exposition à Apple, Warren Buffett. Nvidia demain soir qui publiera quand même, quand vous regardez les ratios, Nvidia est valorisé 3 fois l'ensemble du secteur de l'énergie à Wall Street. Alors qu'il n'y aurait pas d'Nvidia sans énergie, il n'y aura pas d'IA et on n'atteindra pas les objectifs, les ambitions sans l'énergie. Est-ce qu'il est bien raisonnable de voir Nvidia valoriser 3 fois tout le secteur de l'énergie à Wall Street, quoi? Alors, moi, je n'ai pas d'avis vraiment là-dessus, c'est difficile. Après, ce qui est sûr, c'est que dans l'ensemble de la technologie, les valorisations ne sont pas excessives. On ne peut pas dire qu'il y a une bulle sur la technologie. Pour l'instant, en tout cas, les anticipations de résultats sont là. Et je pense que sur Nvidia, les résultats seront aussi cohérents. Donc non, ça ne me paraît pas démesuré. Antoine. De manière un petit peu plus générale, on a l'impression qu'à Wall Street, aussi bien que du côté des marchés européens, on a, après la correction, la respiration de marché qui commence à devenir un peu consistante, mais un sentiment de marché qui a l'air de s'équilibrer peu ou prou chez les analystes, chez les traders. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, Antoine, les plus positifs ont toujours un avis sur les résultats. Je voyais Morgan Stanley qui voyait 7800 l'année prochaine et qui anticipait des hausses de résultats de près de 17%. Si vous croyez aux résultats, faisons simple, les marchés continueront de monter, tout simplement. Parce que vraiment, la progression des résultats, on oublie de le dire, c'est à chaque fois 2 ou 3 fois ce qu'on a en norme. Ce trimestre, on était à plus 14, on anticipait plus 7, il me semble. Donc 17% de croissance des résultats en 2026, c'est quand même colossal. Et pour ceux qui sont tempérés, c'est ceux qui voient l'inflation être toujours prédominant, ou en tout cas sticky, excusez-moi le mot anglais, Guillaume. Collant. Collant, merci. Et donc, il y a un vrai débat. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la progression des résultats sera ce qui nous emmènera plus haut l'année prochaine. Les particuliers américains, néanmoins, ce sont eux les piliers de la hausse à Wall Street depuis des trimestres et des trimestres. Jusqu'à la semaine dernière. Depuis la semaine dernière, ils montrent un peu plus de fragilité. Ils ne rachètent pas tous les creux de marché, les particuliers. Est-ce que ça, c'est un virage important quand même? Alors, c'est pas un virage, mais c'est à surveiller, bien sûr. Alors, il y a Thanksgiving qui arrive bientôt. Probablement, il y en a certains qui ont besoin de faire un peu de liquidité et Noël derrière pour vous faire peut-être des cadeaux. Mais en tout cas, c'est probablement, il y a aussi un arbitrage entre les deux. Puis, il ne faut pas oublier que le consommateur, c'est aussi un investisseur. Donc, si le consommateur est faible, l'investisseur le sera. Donc, le politique a tout intérêt à aider et l'investisseur et le consommateur. Et je pense que la Banque centrale, la Fed, la Réserve fédérale sera là aussi. Donc, s'il y a encore un tout petit peu de faiblesse, je suis assez persuadé que les autorités seront là pour aider. Il tient bon, David. On essaie de le challenger, mais il tient bon et il reste optimiste pour la suite, d'autant plus que le marché baisse. C'est fou, ça. Plus ça baisse, plus il restera optimiste sur un rebond. Bah oui. Et quelque part, c'est ça le marché, c'est logique. Quelles zones géographiques il faut privilégier d'après vous pour la suite? Alors, moi, je serais assez. Je pense qu'il faut être un peu barbell, il faut être un petit peu partout. Je pense que toutes les zones ont leur intérêt. Mais c'est vrai que dans un document, la plupart des investisseurs pensent qu'il faut être mieux investi en dehors des États-Unis. Et l'Europe et l'Asie sont vraiment très clairement plébiscités par les investisseurs en ce moment. Voilà. Après, moi, j'ai ce sentiment que la consolidation d'aujourd'hui nous donne la possibilité d'aller sur d'autres secteurs et d'autres zones géographiques et qu'il faut être vraiment bien diversifié en ce moment pour faire de la performance et surtout d'ici la fin de l'année. La financière de l'échiquier avec nous, David Kruk. Merci beaucoup, David, d'être passé nous voir.